Et puis sur l'international au Niger, ça chauffe à Difa, une localité à l'extrême est du pays. Les ressources pétrolières aiguisent les appétits et les populations locales se sentent lésées face à l'agitation sociale. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. Voilà, les organisations de la société civile ouest-africaine s'impliquent pour mieux gérer les conflits dans la sous-région. Leur résolution passe par une meilleure prévention. La société civile se constitue en réseau pour mieux faire face aux conflits ouest-africains. La plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État en Afrique de l'Est a été lancée ce matin, compte rendu signé Oreille Thiam. La situation dans la sous-région ouest-africaine préoccupe au plus haut point les acteurs de la société civile. Cette instabilité croissante freine tout processus de développement et c'est ce qui a motivé le lancement de la plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et du renforcement de l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Il y a une certaine préoccupation de la société civile par rapport à la chose de prévention, à la chose de gestion des conflits au niveau de ces sous-régions. Comment est-ce que nous devons procéder parallèlement aux activités de financement des investissements que nous faisons au niveau des communautés de ces différents pays pour que cela s'accompagne d'une stabilité sociale, d'une stabilité économique, mais aussi que cela impacte sur le comportement des autorités politiques de nos pays. Aujourd'hui, face à cette situation, les organisations de la société civile se posent en alternative crédible en s'organisant en réseau afin de mieux porter leur plaidoyer et prévenir les conflits dans la sous-région. Pour œuvrer pour le développement, surtout à ce que nous appelons les objectifs du millénaire, pour travailler pour l'atteinte de ces objectifs, je pense que la paix, elle est nécessaire. Ces organisations vont également partager leur expérience afin de s'en inspirer et d'en tirer le maximum pour éradiquer les conflits dans la sous-région ouest-africaine. Disséminer les bonnes pratiques au sein des maisons de justice, c'est la résolution prise par les acteurs. Les membres du comité de coordination de ces structures présentent le bilan des activités 2012. Disséminer mais aussi renforcer la coordination pour rendre plus efficace le service de proximité qu'offrent les maisons de justice. Tiarno Ahmadoussi. Les membres du comité de coordination des maisons de justice au centre de formation judiciaire. Au menu de leur formation, plusieurs modules. Dans le domaine de la médiation, également sur des questions comme sur l'éthique. Je pense qu'il est important qu'ils soient capacités sur ces questions. Également dans des domaines comme la prise en charge de questions spécifiques, comme par exemple les femmes victimes de violences, ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Donc voilà des domaines sur lesquels les acteurs doivent pouvoir bénéficier quand même de renforcement de capacité. Ils sont là aussi pour chercher comment développer le dispositif de justice de proximité au Sénégal. Au cours de cette rencontre de 2 jours, ils vont tirer le bilan de 2012 et esquisser la bonne démarche pour 2013. Que ce soit en termes de personnes qui ont été informées, que ce soit en termes de créances que les maisons de justice ont aidé à recouvrer, on peut noter une nette amélioration et une augmentation sensible des chiffres sur tous ces plans. Aujourd'hui, les maisons de justice jouent un rôle fondamental dans le dispositif de justice de proximité de notre pays. C'est pourquoi l'État du Sénégal s'engage à accompagner les acteurs aux côtés des bailleurs, à savoir l'Union européenne, avec une parfaite implication de la République française. Séminaire de renforcement de capacité des attachés parlementaires ouvert ce matin pour rendre plus efficace l'action publique. Cette rencontre facilite la gestion des finances publiques dans un contexte de bonne gouvernance. Les travaux ont été présidés par le ministre en charge de la bonne gouvernance et celui de la fonction publique, compte rendu signé Abasso. Il faut des institutions fiables pour renforcer et assainir les finances publiques. Les attachés parlementaires viennent renforcer le schéma au sein des institutions de la République du Sénégal. Leur rôle est de servir de relais entre ces institutions et les citoyens. Ces relais-là, une fois qu'ils sont davantage imprégnés des règles de fonctionnement de la loi de finances publiques, permettent aux ministres et aux différents responsables des départements ministériels de mieux procéder à une exécution transparente, efficace et efficiente de la loi des finances. Dans le souci de mieux doter ces attachés parlementaires d'informations financières,
55 d'entre eux ont été outillés dans le domaine des finances publiques. Comment faire en sorte pour qu'ils soient plus réactifs? Comment faire en sorte pour qu'ils comprennent toutes les procédures? Et comme les ministères sont toujours très sollicités quand il s'agit de la loi de finances, à chacune des étapes, pour qu'ils puissent être imprégnés de ce qui doit être le rôle de l'administration pour faciliter le travail. Les principes de bonne gouvernance ont été abordés afin d'accroître la performance des attachés parlementaires pour améliorer la qualité du service public. Au chapitre économique, le comité conjoint UEMOA-CEDEAO sur le tarif extérieur commun a ouvert sa 13e réunion ce matin. Des mesures relatives aux instruments de défense commerciale devront être étudiées et entérinées. Des avant-projets de règlement aussi. René Massigadiouf. 3 avant-projets de règlement sont prévus pour être examinés de plus près. De manière spécifique, il s'agit de ceux portant sur les mesures de sauvegarde, les mesures anti-dumping et les mesures compensatoires. Le processus d'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO remonte à la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation tenue à Niamey au Niger en 2006. Il s'appuie sur une ossature qui trouve son architecture dans le modèle du tarif extérieur commun de l'UEMOA. Les projets de règlement qui sont soumis à votre appréciation ont été élaborés en tenant compte des possibilités et des flexibilités juridiques qu'offre l'OMC dans l'élaboration de ces différents instruments de défense commerciale. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO comprend des bandes tarifaires qui vont des biens sociaux aux biens de première nécessité, les matières premières de base, les intrants spécifiques ou encore des produits intermédiaires. Le dispositif est complété par d'autres mécanismes comme les instruments de défense commerciale. Ils seront revus et entérinés par cette 13e réunion du comité conjoint. Parce que toutes ces mesures que nous préparons, c'est pour la défense de l'économie. Et aujourd'hui, le secteur privé attend beaucoup de cette réunion. Du 2 au 3 mai prochain, une autre réunion se tiendra sur ce même registre. L'adoption définitive des règlements pourrait avoir lieu en juin 2013 à l'occasion de la prochaine rencontre des ministres des Finances des pays membres. Parlons à présent de la pêche continentale. La pêche continentale peut se développer dans le Sénégal oriental, mais doit être accompagnée par les autorités publiques. Le ministre de tutelle, qui en marge du Conseil des ministres a fait une tournée dans la région de Tambacounda, s'en est rendu compte. Il promet d'apporter l'appui du gouvernement aux acteurs de la pêche. Amadou Aramtiam. Petit fleuve de son nom soninké, Falémé est un affluent du fleuve sénégalais qui prend sa source au Fouta-Jalon en Guinée. Nous sommes ici à Arehara, la partie la plus importante du fleuve dans le Boundou, avec 7 km de long. Les populations de Djayala, de Guédékou et de Hamdalaï, entre autres, qui y tirent leurs revenus, observent le repos biologique. Malgré ses nombreuses potentialités et la volonté de ces populations, cette zone souffre de l'enclavement et du manque de soutien. Nous avons envisagé non seulement l'aménagement, le reportement de ces mares, mais également d'autres infrastructures comme le complexe frigorifique pour la conservation de ce poisson, pour que les poissons qui sont débarqués ici puissent en tout cas être conservés et consommés dans de bonnes conditions. Si dans le Faboli, les difficultés ont pour nom manque d'encadrement, de financement et pillage des ressources halieutiques, à Bakel, les pêcheurs ont trouvé la parade face aux conséquences du barrage de Nyanumba sur l'Anambé. Ils se sont reconvertis dans le transport fluvial. Une situation inédite qui fait de l'exception la règle. L'eau peut aussi générer d'autres activités. Cette activité se porte très bien, mais le problème qui s'est posé, c'est la gestion des gilets de sauvetage. Les passagers en général déposent les gilets au fond des pirogues. Finalement, on ne pouvait plus les porter. J'avais l'appui même de la police des frontières. Il y a aussi un problème d'harmonisation des textes entre les pays, la Mauritanie, l'autre rive. Venu constater la situation du transport fluvial et l'état du parc piroguier, le ministre a promis d'accompagner le développement de cette activité. J'ai annoncé tantôt qu'on va construire le débarcadère de Bakel, ce qui est une première avancée, mais également nous allons les accompagner avec des pirogues, mais également avec plus de sécurité, parce que j'ai regardé, c'est intéressant, mais je n'ai pas vu un gilet de sauvetage. En face de ces énormes richesses hydro-agricoles, la région de Tambacounda regorge aussi d'importantes potentialités piscicoles.
Au-delà de la volonté politique affichée de sortir le Boundou de l'ornière, le développement de la pêche continentale peut y contribuer de façon significative à lutter contre la pauvreté. De l'Est, nous nous rendons au sud du pays. Les États-Unis soutiennent la lutte contre la mouche des fruits en Casamance, communément appelée mouche blanche. L'insecte pille les champs de mangue notamment. Des spécialistes américains en produits phytosanitaires mettent leurs connaissances à la disposition des producteurs et planteurs de la région de Ziguinchor. Bachirba. Dans le village de Kataba se trouve une usine de transformation des produits. Elle redonne espoir aux agriculteurs et planteurs de Djouloulou et des autres localités. Seulement, ils ont quelques craintes. La mouche des fruits est une menace pour la production. Ce n'est pas les mangues seulement, mais les orangers aussi. Et les mandarines. Les clients viennent souvent tard, au mois d'août, juillet, août, au moment où il y a la mouche. C'est pour ça que ça ne nous permet pas d'exporter beaucoup. L'usine peut transformer plusieurs tonnes de produits à l'heure, une initiative des habitants. D'autres initiatives de cette nature existent ici. Conscient qu'elles peuvent porter, le gouvernement américain a décidé de débarrasser la Casamance de ces parasites. La Casamance a vraiment besoin d'une assistance technique soutenue. Et c'est pour cela, avec son expérience, il est prêt pour venir en appui technique constant à cette région. Depuis 2011, le programme est en marche avec l'expertise des Américains en collaboration avec la DPV et le PADERCA. L'objectif, c'est éliminer les 75% de cette population. 25% de cette population qui va rester ne pourra pas faire autant de dommages, autant de dégâts qui peuvent même nuire à la production locale. Leur arrivée en Casamance peut être un soulagement dans la mesure où ils vont venir avec leur expertise et également différents moyens. Et je crois que ça nous permettra effectivement de lutter, de venir à bout, n'est-ce pas, de cette mouche, n'est-ce pas, des fruits. Sauver la production et aider aussi les producteurs à trouver des marchés. D'essayer d'aider ces producteurs à la recherche des marchés. Parce que c'est important que quand ils vont avoir les standards, de trouver les marchés. Pour éradiquer ce fléau qui menace les ressources de la zone, le PADERCA s'occupe de l'approvisionnement en parasitoïdes. Avec le démarrage du programme, plus de 92 000 ont été lâchés. Une guerre contre la mouche des fruits, appelée mouche blanche, est déclarée. À Goudiri, le maraîchage occupe une bonne partie de la population. Hommes et femmes s'adonnent à cette activité. Cependant, ils rencontrent des difficultés comme l'accès à l'eau et le manque d'outils performants. Oumou Kalsom Sall. Dans ce périmètre, à perte de vue, plus de 300 femmes développent différentes cultures durant toute l'année. Ces légumes sont acheminés sur le marché local où s'approvisionnent les villages environnants. De la salade, du piment, du gombo, des aubergines. On cultive en hivernage et en saison sèche. Oui. Parce que si on commence à partir de février, début janvier, février, on commence. À quelques mètres, un autre périmètre maraîcher mis en place par d'anciens émigrés. L'agriculture constitue ici la première activité économique. Ces populations, malgré leur détermination à vivre de l'agriculture, rencontrent d'énormes difficultés. Goudiri dispose d'un seul forage qui connaît des pannes fréquentes. On a 8 bassins dans le jardin, mais si le forage marche, il n'y a pas de problème. Mais ça, en cas de panne, on a beaucoup de problèmes. Tout le champ même va sécher. Chaque année, on veut cultiver, on cultive que 2 hectares ou 3 hectares. On ne peut pas cultiver plus puisqu'on cultive avec notre déchérie. On cultive avec des déchéries. Les chéris, ce sont des ânes. À Goudiri, l'émigration a longtemps été une réalité. Aujourd'hui, ces populations demandent l'appui des autorités pour mieux développer l'activité agricole et pouvoir rester sur le territoire. Au Moukalsom Sall, cérémonie de passation de service ce matin au siège de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Mohamed Salem Ould Merzouk a fait ses adieux à ses collaborateurs après plus de 10 ans de compagnonnage. Une cérémonie sobre mais riche en émotions. Ramatadem. Prévue à 10h, la cérémonie de passation de service a débuté aux alentours de 11h30. La signature des documents de passation de service à la salle Manantali du siège de l'organisation a marqué le début de l'événement.
Puis, c'est sur l'esplanade du siège de l'OMVS que les hauts commissaires sortants et entrants se sont félicités et soutenus. Auparavant, le personnel de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal a tenu à remercier Mohamed Salem Ould Merzouk pour la collaboration qui les a liés pendant plus d'une décennie. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour tous les efforts que vous avez déployés pour le bien-être du personnel de l'OMVS. Nous sommes sûrs que votre successeur va s'inscrire dans cette logique d'amélioration des conditions de vie professionnelle et sociale du personnel. Bon courage pour la suite de votre carrière sur d'autres fronts du combat sans relâche pour le développement de notre sous-région. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Kabinet Komara, nouveau haut commissaire de l'OMVS, organisation sous-régionale considérée comme un modèle réussi de coopération. Les anciens collaborateurs de Mohamed Salem Ould Merzouk ont tenu à lui remettre un cadeau d'adieu pour ces 10 années passées ensemble. Mes chers collaborateurs, mes chers frères et sœurs, en vous quittant aujourd'hui, je vous laisse entre de très bonnes mains, celles d'autres frères citoyens de notre espace. Nous devrions les soutenir sans relâche dans leur noble mission. Le poète René Char écrivait: il n'y a que deux conduites à la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Je vous convie à dire rêvons et accomplissons. Je voudrais vous dire tout simplement que nous avons une longue chemin de chevauchée à faire ensemble. Le fleuve Sénégal, c'est le troisième plus grand fleuve d'Afrique. Il fait 1830 km. Il commence dans les contreforts de la Guinée pour se jeter dans le fleuve, dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Ce que je voudrais, c'est que ce fleuve qui nous unit puisse être le fervent qui va cimenter et agrémenter les relations que nous aurons avec nous, pour que de la façon impétueuse avec laquelle elle se jette dans le fleuve, dans l'océan, nous puissions nous aussi impétueusement marcher vers des succès plus grands. Avec Kabinet Komara comme nouveau haut commissaire de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, la Guinée-Conakry marque ainsi son retour au sein de l'OMVS. Autre aspect de l'actualité nationale, la coalition des confédérations syndicales du Sénégal compte fêter le 1er mai 2013 dans l'unité. Cette année, à la place des traditionnels défilés et autres manifestations, un rassemblement unitaire sera organisé au stade Iba Mar Diop tout le matin. Ce sera autour du thème « Tous ensemble pour le respect des droits syndicaux et un dialogue social renforcé ». En marge de l'événement, le comité d'organisation s'est confié à la presse, compte rendu Louis-Philippe Sagna. L'unité d'action permet de remporter toutes les batailles. Depuis sa mise sur pied en août dernier, la coalition des confédérations syndicales du Sénégal ne laisse échapper aucune occasion de traduire en acte son credo. Nous avons décidé d'être ensemble pour faire le 1er mai 2013 un grand rassemblement unitaire pour dire au gouvernement que nous sommes là, ensemble, nous voulons dialoguer, nous voulons que les préoccupations des travailleuses et des travailleurs soient correctement prises en charge. Des revendications, il y en aura, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, disent-ils. Depuis le 1er mai 2012, il n'y a pas eu de négociation sur les cahiers de doléances. Nous pensons que c'est une situation inacceptable qui doit prendre fin. Le président de la République devra arbitrer le 1er mai pour que désormais les règles du dialogue soient définitivement et clairement établies et qu'ensemble on puisse dialoguer. Tous ensemble pour le respect des droits syndicaux et un dialogue social renforcé. C'est le thème choisi pour ce 1er mai 2013. Fait marquant, le stade Iba Mar Diop va accueillir les travailleurs en lieu et place des traditionnels défilés. Nous appelons toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Sénégal à se mobiliser massivement, à exprimer leur volonté unitaire et leur volonté de lutte le 1er mai 2013 au stade Iba Mar Diop à partir de 8 h. À la veille de l'événement, cette coalition qui totalisait 5 centrales vient d'enregistrer 2 nouvelles adhésions, dont celle du Synpix. Un renfort de taille pour porter le combat des travailleurs. Après une 4e visite au Sénégal, la princesse Béatrice d'Espagne veut mettre sur pied des projets de développement durable pour les femmes et les jeunes, avec l'appui du réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement, l'éducation
Les micro-projets sont ses domaines de prédilection. Elle a été reçue en audience par le cardinal Théodore Adrien Sarr après plusieurs visites chez les femmes catholiques du Sénégal à Wendiaï. La princesse Béatrice Hohenlohe d'Espagne, en compagnie de la présidente de RAPID, réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement, ont développé des projets pour les femmes et les jeunes du Sénégal. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a souhaité la bienvenue à la délégation et à la princesse Béatrice qui a tenu à rencontrer les femmes catholiques du Sénégal. Grâce à sa démarche, des perspectives heureuses peuvent s'ouvrir pour nos femmes catholiques qui sont déjà bien organisées au niveau de nos paroisses, donc au niveau local, mais aussi au niveau des diocèses du Sénégal et au niveau de toute la nation. Donc nous la remercions beaucoup d'avoir eu cette idée de rencontrer ces femmes et de vouloir travailler avec elles. Les femmes catholiques sont très engagées et organisées dans les différentes paroisses. Satisfaites de cette initiative de la princesse, elles souhaitent créer un partenariat fécond grâce au réseau national dénommé RAPID, réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement. Nous avons eu à aider beaucoup d'églises dans le domaine de l'éclairage, c'est-à-dire, je dirais bien, à l'installation au niveau des églises, des groupes électrogènes, offrir des billets pour Rome, mais également pour cette fois-ci nous avons voulu établir un partenariat avec l'Union diocésaine de Dakar. On va commencer avec Dakar et on va s'étendre cette union au niveau des régions parce que nous sommes déjà présentes au niveau des régions. Nous avons toujours travaillé, nous sommes une union très grande qui couvre tout le diocèse de Dakar et nous travaillons en symbiose avec toutes nos sœurs des autres unions diocésaines. Et nous pensons qu'avec le réseau RAPID et la princesse Béatrice, nous allons faire du beau travail. L'éducation, la formation professionnelle, les micro-projets, plusieurs possibilités s'offrent aux femmes et aux jeunes du Sénégal. Cette motivation permettra de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Le Parti Rassemblement du Peuple est un allié de l'APR. Le premier serviteur du RP l'a fait savoir à sa sortie d'audience. Serigne Mamounias a été reçu par le chef de l'État Macky Sall. Il s'est engagé à travailler aux côtés du président. Nous écoutons Dr Moustapha Fall, adjoint du premier serviteur du RP. Il est au micro de Khadikan. Nous venons de sortir de chez le président de la République. Le Parti Rassemblement pour le Peuple, avec à sa tête le premier serviteur, l'a rencontré pour 3 objectifs. Le premier, c'était l'engagement de notre Parti Rassemblement pour le Peuple, d'être à côté du président et de le soutenir dans tous ses projets, dans une continuité d'audience qu'on avait déjà eue avec lui. Il est évident que cet engagement de notre parti devrait avoir une autre phase, la phase de concrétisation sous forme d'un partenariat. Les insuffisances qui avaient été notées jusque-là, qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre les partis alliés, le président de la République a pris la décision de créer un cadre d'échange et de concertation permanent afin que nos partis et tous les alliés puissent parler de même langage. On l'a également félicité sur toutes les décisions courageuses qui sont prises jusque-là. Nous avons dit au président de la République, vous avez dit rupture. Et qui dit rupture parle des douleurs de la rupture. Il est évident aujourd'hui que ces douleurs, nous la traversons, mais ce n'est que dans la patience et dans sa rigueur que le Sénégal pourra sortir de ces problèmes. Sur toutes ces questions, on a eu une bonne entente et on a décidé d'un calendrier commun qui sera discuté dans les prochains jours afin que ce partenariat soit beaucoup plus concret. Il est évident qu'on a fait un tour d'horizon de l'ensemble des problèmes et le Rassemblement pour le Peuple a eu également à donner son avis et les solutions qu'il propose. Le sous-secrétaire d'État du ministère des Relations extérieures et du culte argentin est en visite au Sénégal. Maria del Carmen Squef a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Des questions ayant trait à l'agriculture, l'élevage, le commerce et à la défense ont été abordées par les 2 parties. Le Sénégal et l'Argentine veulent porter leurs relations bilatérales au plus haut niveau.
Ailleurs sur le continent, au Niger, la ville de Difa, à l'est près de la frontière avec le Nigeria, a connu un week-end chaud. Les populations ont manifesté contre la compagnie chinoise qui exploite le pétrole. À la suite de cette agitation sociale, des blessés ont été dénombrés. Le chef du gouvernement s'est rendu à leur chevet. Difa dans la tourmente. Cette ville de l'extrême est du Niger a été ce week-end le théâtre d'une agitation sociale derrière laquelle certains voient la main des islamistes. À l'origine, les jeunes de la ville manifestaient contre la CNPC, la société chinoise qui exploite les puits de pétrole de la région. Si nous n'obtenons pas gain de cause, nous allons faire pire. Ce qui se passe ailleurs va se transporter à Difa. Nous n'avons peur de rien et nous ne reculerons jamais. Les manifestants ont incendié plusieurs véhicules de la CNPC. Ils dénonçaient des mauvais traitements de la part de responsables chinois de la société. Ils protestaient aussi contre le recrutement de près de 400 ouvriers venus d'ailleurs au détriment de la main-d'œuvre locale. Certains ont également brûlé des bars et saccagé des hôtels au cri d'Allahu Akbar. Difa est situé tout près de la frontière nigériane où sévit la secte islamiste Boko Haram. Le Premier ministre Brigui Rafini a été dépêché sur place pour tenter de résoudre la crise. Il a rendu visite aux blessés qui seraient au nombre de 3. Ces jeunes auraient été blessés par balle au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre. Le Premier ministre a également manifesté son intention de satisfaire une des revendications des manifestants. Nous avons dit que nous sommes d'accord pour que les recrutements opérés par les sociétés de la place, qui exploitent notamment les sites pétroliers, doivent privilégier, en ce qui concerne les emplois non qualifiés, les ressources humaines locales. Après de laborieuses discussions avec les élus locaux et des représentants des manifestants, le calme est revenu ce lundi à Difa. Un comité de suivi a été mis en place. Au moment où la France amorce son retrait du Mali, on apprend la mort aujourd'hui d'un 6e soldat. La victime faisait partie des forces spéciales françaises. En bref, le reste de l'actualité africaine au menu de Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Libye. Dans ce pays, des hommes en armes assiègent depuis plusieurs jours le ministère des Affaires étrangères pour réclamer la démission des anciens collaborateurs du colonel Kadhafi. Ils sont toujours là devant le ministère des Affaires étrangères libyen. Depuis dimanche, plusieurs dizaines d'hommes armés encerclent ce bâtiment situé en plein centre de Tripoli. Leur revendication, que les collaborateurs et hauts fonctionnaires du régime Kadhafi soient écartés des postes à responsabilité. C'est ce que prévoit la loi dite d'exclusion politique qui doit être votée par le Parlement. Mais cette loi provoque bien des remous, car si elle était appliquée, de nombreux responsables politiques seraient exclus. Au Cameroun, la proclamation des résultats officiels des élections sénatoriales, les premières de l'histoire du pays. Des résultats sans surprise puisque c'est le RDPC, le parti du président Paul Biya, qui arrive en tête avec 56 sièges, suivi par le Front social-démocratique de John Frundi qui obtient 14 places, l'opposant historique qui a été d'ailleurs battu dans son fief. Le président doit encore nommer 30 sénateurs supplémentaires. Le Sénat choisira ensuite son président. Un rôle clé puisque c'est lui qui assurera l'intérim en cas d'empêchement du chef de l'État. 3 jours après l'annonce des résultats officiels, ils sont descendus dans la rue. Les partisans de Franck Srankouassi, candidat indépendant, battus aux élections municipales à Bingerville, ils estiment qu'il y a eu fraude. Selon la commission électorale indépendante ivoirienne, ce scrutin municipal et régional confirme l'ancrage local du RDR du président Ouattara. Il obtient un tiers des voix devant son allié au gouvernement, le PDCI d'Henri Konan Bédié. Un scrutin boycotté par l'opposition et marqué par la percée des candidats indépendants. Parlons culture. La danse célébrée ce 29 avril, la journée internationale dédiée à l'activité artistique, est l'occasion de s'arrêter pour se pencher sur les difficultés que rencontrent les pratiquants. Absence de formation et d'appui financier, danseurs et chorégraphes ont le blues et espèrent une nouvelle impulsion. C'est le dossier du jour signé Aïssatou Traoré. Un spectacle de danse bien affiné donne ce résultat.
La danse est une discipline artistique pratiquée par plusieurs ballets et compagnies au Sénégal. Elle est un sport complet, une vraie passion pour certains. Je suis dans le ballet de Silaba de Thiaroye. La danse, puisqu'on l'aime, je le pratique depuis 1993. Sa pratique subsiste depuis la nuit des temps. Toutes les cultures s'expriment via le corps et renseignent sur leur patrimoine culturel. La danse fait découvrir à l'autre qui n'est pas forcément de chez nous notre mode de vie, nos réalités culturelles, ce qui est un symbole fort du donner et du recevoir. On est là pour justement professionnaliser le secteur, pour faire la promotion de toutes ces danses-là et montrer qu'effectivement la danse est un vecteur de développement, un vecteur de paix. Avant d'être le directeur du Grand Théâtre, je suis un danseur et un chorégraphe. Donc j'ai vécu pendant 33 ans en Belgique. Quand je commençais à faire la danse, il y avait tellement de problèmes. Aujourd'hui que je vois à la salle, il y a 40 jeunes que les parents même ont envoyé pour aller faire la danse. Beaucoup de jeunes artistes danseurs, passionnés jusqu'au bout des pieds, évoluent dans les ballets et compagnies de danse. Si certains sont des professionnels, d'autres sont seulement influencés par la nature rythmique et ambiante de la discipline. Malgré l'existence des autres formes de danse, comme la danse contemporaine, la danse urbaine, la danse traditionnelle, legs de nos anciens, est plus prisée dans beaucoup de formations artistiques. Ces dernières années, une certaine prestation de cette danse a fait perdre à cet art toute sa valeur et ses symboles, et pourtant choquer les âmes est loin d'être sa vocation. Le niveau de la danse au Sénégal est très bas. C'est par rapport à cette école, c'est par rapport aussi à ce manque de formation. C'est pour cela qu'on entend souvent dire qu'on a des danses obscènes. C'est pas la danse, mais c'est la personne, ce qu'elle veut montrer. Parce que la danse, elle ne peut pas être obscène. Malgré les difficultés, la danse... il y a des gens sérieux, il y a des gens qui y croient et qui sont très attachés à ce qu'ils font. Pour renverser la tendance actuelle et donner à la danse toute la considération qu'elle mérite à l'image des autres disciplines artistiques, une formation professionnelle des danseurs et chorégraphes est une nécessité. Quand tu es un danseur traditionnel, il y a beaucoup d'improvisation. Mais quand tu fais la danse classique, la danse moderne, le jazz contemporain, tout ce que tu peux imaginer, arriver en Europe, tu pourras beaucoup plus apporter. Tu pourras aussi beaucoup plus expliquer les pas de danse africaine. Un danseur doit être complet. Il doit être un comédien, un danseur, un musicien, un percussionniste. On est surtout axé sur la formation en diverses techniques de danse, que ce soit la danse contemporaine, que ce soit la composition, que ce soit la chorégraphie, que ce soit les techniques hip-hop, les techniques de danse traditionnelles. Les ballets comme la Linguère, Bakalama entre autres, font la fierté du Sénégal lors de leurs prestations à l'étranger et à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de ce métier, a-t-on l'habitude de dire. Pour développer ce secteur porteur, une politique multisectorielle mêlant culture, économie et tourisme doit être développée. Jeunes qu'on éduque dans les compagnies, il y a une éducation, il y a un métier, c'est un secteur de développement. Même c'est pas juste le ministère de la Culture, mais il y a le tourisme. On a fait les États-Unis, Espagne, je pense 6 ou 7 fois, Italie, France, Belgique, Hollande. Beaucoup de pays. On a des programmes à proposer. Donc normalement, même pour les touristes qui vont venir, tu peux acheter un billet en même temps plus un spectacle. Mais là, tout ça, il faut l'organiser. Tant que l'homme sera sur Terre, il exprimera ses sentiments et réalités culturelles par le biais du théâtre, de la danse et par d'autres créations artistiques. Avec la journée internationale dédiée à la danse par l'UNESCO, les acteurs de la danse au Sénégal vont repenser leur métier, réorganiser et assainir leur milieu. Sur ces pas et de concert avec le public, ils assisteront au rayonnement de la danse, pan important de la diversité culturelle. La journée internationale de la danse célébrée ce 29 avril. Sport, Ligue 1 de football, match en retard de la 10e journée. Le Casa, sur une mauvaise série, n'a pas pu faire mieux que match nul face aux Insulaires, 0 but partout. À l'issue du match, nous écoutons la réaction des deux entraîneurs au micro de Bachirba.
Donc on va essayer de nous battre pour sortir dans cette zone. Ensuite, essayer de voir ce qu'on peut avoir dans ce championnat. Aujourd'hui, on a moins joué, on a joué mal, et plus ou moins mal, et on a un point. Je crois que on ne crache pas dessus. Les objectifs ont été assignés par le comité directeur et les administrateurs de CASA. Donc nous, en tant que techniciens, on ne fait que suivre la ligne de conduite. Maintenant, si on disait qu'on pouvait reconquérir notre titre, peut-être qu'il nous restera, c'est en phase de retour qu'on saura si on peut reconquérir notre titre. De toute façon, on peut dire aussi qu'on peut revoir les objectifs un peu à la baisse, mais j'y crois. Oui. On a un problème d'attaquant qui, jusqu'à présent, ne donne pas satisfaction à 100%. C'est-à-dire il se crée beaucoup d'occasions et malheureusement, il ne les met pas dedans. Donc là, c'est un problème psychologique, un problème de mental. Donc il faudrait qu'on y travaille, il faudrait qu'on s'y mette et qu'on va trouver la bonne solution. Voilà, nous restons dans la 10e journée de la Ligue 1 de football. Un autre match en retard était au programme au stade de Saly. Diambar n'a pas fait de détails face à l'USO. Les Wakamois se sont lourdement inclinés sur la marque de 3-0. Diambar conforte ainsi sa position de leader du championnat. Des kilomètres pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles le temps d'une randonnée pédestre. Les guides et éclaireurs de Dakar ont encore une fois crié leur ras-le-bol. Moussa Mané. Elles étaient des centaines de jeunes filles venues de tous les coins de Dakar à prendre part à cette randonnée pédestre. Ces guides avaient à cœur un message. La violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Ces dernières vivent aujourd'hui dans un environnement où la violence est devenue monnaie courante, d'où cette campagne de sensibilisation. Cette forme de violence concerne beaucoup plus la tranche d'âge que nous encadrons, c'est-à-dire les petites filles, les adolescentes. Donc nous sommes sentis concernés par ce fléau, par ce phénomène qui gangrène notre société. Que les gens puissent entendre la voix de ces jeunes filles qui sont là et puissent agir pour que la femme puisse être respectée, que la jeune fille puisse être respectée dans sa vie et dans ce qu'elle est. Le cortège a comme point de chute l'hôtel de ville de Dakar. À l'accueil, la marraine Elentine. Elle a salué l'initiative, la mobilisation. Elle reste sensible à la cause. Et nous voulons aujourd'hui porter avec elle, avec leurs responsables, ce combat qui va nous permettre de faire que nous soyons dans un monde meilleur, un monde où nos enfants seront en sécurité. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à lutter à leur côté en tant qu'élus pour porter cette préoccupation, mais aussi faire de telle sorte que nos textes juridiques soient beaucoup plus sévères envers les auteurs de violences et notamment de pédophilie et de viol. À la fin de la manifestation, des diplômes de reconnaissance ont été remis aux différentes personnalités présentes et aux partenaires. Des prestations de danse ont mis fin à l'événement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.